Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'aujourd'hui on arrivera à se mettre d'accord. Hier c'était un plateau assez animé, mais je ne doute pas qu'aujourd'hui nous ayons également de l'animation comme la météo, comme le disait Patrick Roger. Pas de tempête quand même. Avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Thomas Elexhauser. Bonjour, délégué national Les Centristes et vous êtes conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à vous. Bonjour. Stanislas Rigaud, vous êtes président de Génération Zemmour. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Ça souffle à Marseille ou pas ? Oui, entre autres. Le soleil revient. Il a pas mal plu. Bon. On a eu de la chance. Allez, 8 cm. C'est notre point météo. Oui. Notre point météo régulier, voilà. Oui. C'est enfin l'automne, ce qui est un peu normal. Voilà, oui, c'est entre autres parce que vous avez été candidat à la présidentielle, vous avez été longtemps député européen. Oui, non, mais c'est voilà, je sais pas pourquoi on dit ça. On va revoir votre CV. On va revoir votre CV. Voilà. Non, mais c'est pas grave parce que il est trop long. Voilà. La réforme de l'assurance chômage, une usine à gaz, disent certains, et puis surtout un coup dur pour les seniors. On va parler du mondial. Figurez-vous qu'il y a un match de foot ce soir, ça vous a peut-être échappé. À 20h, je crois. Oui, c'est un scoop, parce qu'on n'a pratiquement pas entendu parler du tout. C'est voilà, le match évidemment de l'équipe de France à suivre ce soir contre l'Australie, la présidence des LR, les Restos du Cœur avec la situation alarmante. Et j'entendais également ce matin le patron de Super U qui racontait que les gens laissent de plus en plus à la caisse de produits qu'ils ont achetés, les produits frais en particulier, parce que ça coûte très cher et que on n'y arrive plus. On parlera de tous ces sujets avec vous. On va faire un tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, vous, c'est un coup de gueule qui concerne le Kurdistan. Qui concerne les Kurdistans. Ouais. Il y a la guerre en Ukraine, on sait qu'entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est très tendu. Il y a toujours la guerre au Yémen, personne n'en parle. Là, c'est sur les bombardements faits par l'armée turque sur le Kurdistan syrien et les bombardements faits par l'armée iranienne sur le Kurdistan irakien. Voilà, c'est un coup de gueule parce que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Kurdes, c'est quand même 30 millions d'habitants répartis sur au moins 4 pays, dont l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, avec qui on avait promis en 1920 un État. On sait bien que tout ça n'a pas été respecté. Voilà, 100 ans plus tard, on y est encore. Et donc, ce sont des gens qui subissent régulièrement... Et notamment ces bombardements. Voilà, je dis ça parce que les situations sont évidemment très complexes, elles sont très très différentes entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, mais bon voilà, il y a des tensions extrêmement énormes, puis tout ça, évidemment, crée des milliers de morts, des centaines de morts. Et on en parle assez peu, effectivement, dans les médias, dans les débats. Et en fait, pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Luc, il y a une alliance terrible et morbide entre la Turquie, le régime des mollahs iraniens, qui un peu le Qatar aussi, il faut le dire, qui nuit énormément effectivement à la pacification des relations internationales et dont les Kurdes sont parmi les premières victimes. Voilà. Ça me permet également de parler un petit peu de la Coupe du Monde et des supporters iraniens, enfin pas des supporters, des joueurs iraniens, des joueurs iraniens qui n'ont pas chanté l'hymne national. On voyait les officiels s'égosiller, chanter à tue-tête. Il y a un certain nombre quand même de choses à dire. Stéphane, un auditeur, m'envoie effectivement cette information qui m'avait échappé. Des supporters gallois qui portaient des vêtements arc-en-ciel, en particulier un chapeau, ont été empêchés d'entrer dans le stade pour voir le match face aux États-Unis. Et puis des supporters japonais qui ont nettoyé les gradins qui étaient dans un état épouvantable après le match Qatar-Équateur. Bref, tout ne va pas si bien que ça quand même au Qatar. Et ce sont des petits détails et vraiment coup de gueule aussi sur la FIFA qui a demandé aux joueurs de ne pas porter ce brassard. Qui a interdit aux fédérations. Les Hollandais étaient prêts à le faire. Oui, mais j'ai envie de vous dire, lorsque vous voyez l'équipe d'Iran refuser de chanter l'hymne iranien, lequel hymne en fait est un hymne islamique. Parce qu'en fait, il y avait un hymne iranien dans le passé qui a été réécrit par le régime des mollahs
Et donc, s'ils ne l'ont pas chanté, c'est pas parce qu'ils sont anti-iraniens, c'est parce qu'ils sont contre le régime des mollahs. Et vous aviez aussi beaucoup de supporters iraniens qui n'ont pas chanté ou qui même ont hué l'hymne iranien. Et donc, lorsque vous voyez ce courage, parce qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques. C'est pas la première fois depuis la révolution iranienne, parce que moi j'appelle ça une révolution. Lorsque vous voyez ça, qu'est-ce que risque une équipe si demain elle arbore le... elle risque de ne pas pouvoir jouer, c'était ce matin dans les journaux. Elle risque un carton jaune pour le capitaine de l'équipe. Un carton jaune pour le capitaine. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, est-ce que ça vaut pas de prendre quelques risques d'affirmer des principes aussi forts? Et encore une fois, les joueurs iraniens nous donnent l'exemple. Et eux, ils prennent des véritables risques. Parce qu'en rentrant dans leur pays, ils risquent d'être arrêtés, ils risquent d'être torturés. Certains, d'ailleurs, ont déjà été fortement inquiétés parce que ça fait maintenant 2 mois qu'ils manifestent leur rejet. Donc voilà, donc ça doit aussi encourager nos joueurs et nos équipes nationales à prendre un petit peu d'audace. Moi, quand je présidais Ensemble contre la peine de mort, Harry Vatanen, champion du monde de rallye, il a fait le Paris-Dakar avec le logo de mon association Ensemble contre la peine de mort. Et tous les règlements de la FIFA, de la Fédération automobile le lui interdisaient. Et il leur a dit, vous voulez que je ne cours pas le Paris-Dakar? Très bien, je ne le cours pas. Vous imaginez Mbappé, si Mbappé demain il dit, moi je manifeste ma désapprobation pour les manquements aux droits humains au Qatar, vous pensez qu'on va lui dire, ah ben tu rentres à Paris, tu vas pas jouer? Enfin, faut quand même prendre ses responsabilités. Oui, on a hier, c'est un tweet Jean Quatremer qui dit: résumons, l'équipe de foot iranienne qui risque sa peau refuse de chanter l'hymne national pour soutenir les femmes qui refusent de se voiler, et l'équipe de France de foot refuse de porter le brassard arc-en-ciel pour respecter les valeurs du Qatar, dont la mise à mort des homosexuels. Moi, je pense qu'il y a quand même, Stanislas Rigaud. Il y a quand même plusieurs sujets là-dessus. C'est-à-dire que premièrement, les joueurs iraniens ont eu un courage absolument incroyable. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est réellement un acte courageux politique extrêmement fort. C'est que quand ils le font, on se rend compte évidemment des conséquences que ça peut avoir sur leur vie de tous les jours quand ils reviendront après la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai l'impression que tous les 2 jours, on redécouvre que la Coupe du Monde est au Qatar. Mais cette Coupe du Monde, elle n'a pas été attribuée hier, elle n'a pas été attribuée avant-hier. Donc, mettre sur le même plan le fait de porter un brassard LGBT et ne pas chanter l'hymne iranien, je ne crois pas que ce soit exactement les mêmes enjeux. C'est-à-dire que les joueurs français n'ont pas découvert, et la Fédération française de foot n'a pas découvert ce qui se passait au Qatar. Et ce qu'ils disent après tout, de dire il faut respecter certains pays dans lesquels on va, moi ça me choque pas sur le papier. Ce qui me choque, c'est qu'on découvre ce qui se passe au Qatar. Si on est en désaccord total avec ce qui se passe au Qatar, eh ben on n'y va pas, c'est tout. Et on arrête de faire semblant, une fois qu'on est sur place, de dire oui, bah alors Hugo Lloris, qu'est-ce que vous faites? Moi je considère que Hugo Lloris, il est gardien de foot de l'équipe de France, il est là pour faire du foot, pour arrêter des buts, et il n'a pas à se mêler de politique. Parce que là, on parle de politique à petite échelle. Par contre, quand c'est un symbole aussi puissant que les joueurs iraniens, là, c'est encore autre chose. Et puis, troisième point, pourquoi c'est encore autre chose? C'est de la politique. Oui, mais pas à la même échelle. Pourquoi eux auraient le droit d'exprimer une opinion politique et pas les autres? Et parce que je considère que là, en l'occurrence, l'équipe de France de football a accepté de venir dans un pays où ils connaissaient les règles liées aux personnes homosexuelles, et c'est terrifiant. Mais moi, à la rigueur, j'y serais pas allé du tout. Là, on parle de joueurs iraniens qui défendent ce qui se passe dans leur pays à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas en France qu'il y a les mêmes soucis. Il y a quand même dans cette histoire-là, vis-à-vis du Qatar, une grosse hypocrisie, parce que on reproche l'attitude, la présence d'officiels, de sportifs, de dirigeants sur cette compétition, ou comment ils devraient y participer, mais n'y a-t-il pas à Paris des clubs de foot financés par ce pays-là, dans lequel le tout Paris se glosse d'être dans la tribune présidentielle, invité par des sponsors des marques et invité par le club? N'y a-t-il pas le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, dans lequel également beaucoup de personnalités vont chaque année à Longchamp assister à ce grand rendez-vous sportif du cheval, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, en effet, on voit que malgré tout, cette compétition au Qatar, il peut s'y passer des choses extrêmement fortes, comme ce symbole incroyable de courage, parce qu'il y a les personnes des joueurs, mais il y a aussi leurs familles dans ces pays-là. Mais bon, maintenant, la chose est faite. Et je trouve qu'il y a quand même une énorme hypocrisie de dire à Paris, on ne va pas faire de fan zone, mais en même temps, les élus de la ville de Paris vont dans les tribunes du PSG. Alors, je voudrais que Jean-Luc Benamia s'exprime sur le sujet. La situation n'est pas nouvelle. Nous avons affaire à 2 grandes officines qui s'appellent la FIFA et le CIO. Moi, je veux bien qu'on s'arrête sur le Qatar. On aurait pu s'arrêter sur Sochi.
Russie, en URSS, en Russie. On aurait pu s'arrêter sur Pékin, en Chine. C'est-à-dire que les droits humains ne sont pas plus respectés en Russie et en Chine qu'au Qatar. Alors voilà. Après, demander aux joueurs... J'ai le souvenir, moi, je suis assez âgé, ça se voit pas, je sais, mais bon, de la Coupe du Monde à l'Argentine. 78, on est en pleine dictature militaire, avec des assassinats, des militants politiques qui sont jetés des hélicoptères en pleine mer et en plein océan. Donc la situation n'était pas beaucoup plus brillante. Bon, on peut pas demander au monde sportif et aux footballeurs eux-mêmes de réagir à la place du monde entier. Ce qu'on pouvait leur demander, et je leur ai demandé, on est un certain nombre à leur avoir demandé, c'est de au moins signer la pétition d'Amnesty International, ce qui ne coûtait pas grand-chose. Au moins c'était un signe. Après, demander maintenant à l'équipe qui est sur place... peut-être qu'il y a des équipes qui seront plus courageuses que la France. On va voir. C'est possible. Ce qu'ont fait les Iraniens est d'un courage absolu. Bien sûr, absolu. Bien sûr. Même si un certain nombre d'entre eux jouent à l'étranger et il y a moins de risques, mais on vient d'en parler. Les risques, les familles, elles sont en Iran. Bien sûr. Et dans le cynisme général qui gouverne quand même beaucoup ces affaires de géopolitique du sport, j'ai trouvé quand même très cocasse que la personnalité qui représente la France à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de foot, ce soit le ministre de l'Intérieur français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Gérald Darmanin, il a notamment en charge les questions de laïcité et de protection de la laïcité. Il y a un bureau des cultes et la laïcité est dans le domaine du ministre de l'Intérieur. Or, le Qatar fait partie de ces quelques pays qui, depuis 20 ans ou 30 ans, ont quand même promu un islam radical, celui-là même qui aujourd'hui remet en question la laïcité à la française. Donc j'ai trouvé ça, mais alors d'un cynisme. Alors bien le voir totalement incroyable. Dans leur hôtel. Question cynisme à ce niveau-là. Pourquoi c'est M. Darmanin? C'est que nous envoyons, pour aider le Qatar dans sa sécurité, des dizaines de policiers et de gendarmes, peut-être pas de gendarmes, en tout cas de policiers, au Qatar. Et donc l'excuse, entre guillemets, c'est en effet qu'il va voir les troupes sur place. Voilà. En un mot, deux points là-dessus. Un, c'est quand même hallucinant qu'on ait besoin d'envoyer des policiers dans notre pays, alors que dans notre propre pays, c'est absolument désastreux et de la faute de M. Darmanin. Et deuxième point amusant, c'est que j'entends pas mal de gens dire « Oui, mais attendez, au Qatar, faites comme les Romains à Rome, faites comme chez les Romains. » Mais pardon, c'est exactement l'opposé total de la politique aussi macronienne, qui, grosso modo, quand les personnes viennent sur notre sol, font à peu près ce qu'ils veulent. Donc je trouve ça totalement hypocrite. Merci Stanislas Rigaud. On se retrouve dans un instant, 9h16 sur Sud Radio. On va parler évidemment de cette réforme de l'assurance chômage. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, pour l'instant tout va bien avec Thomas Elexhauser, Stanislas Rigaud, Michel Taube et Jean-Luc Benamias. On continue notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Michel Taube, c'est un coup de gueule. Oui, bon, je vais apparaître comme étant rétrograde, vintage et ultra conservateur, mais en fait, dimanche, c'était la journée internationale des droits de l'enfant, et Elisabeth Borne a tenu hier, tout le monde le sait, la France entière le sait, un conseil des ministres des enfants. Elle a reçu des enfants, elle a passé la journée avec des enfants, et elle a tenu un véritable conseil des ministres entouré d'enfants avec lesquels elle a disserté des enjeux de société, santé, etc. Et des ministres. Et donc, voilà, et des ministres, il y avait Olivier Véran et d'autres. Et en fait, moi, je voulais tirer un petit coup de gueule parce qu'en fait, je connais bien la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est en fait le motif de cette journée. Et en fait, lorsque vous lisez la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est extraordinaire parce qu'il n'est question que des droits des enfants. Et le mot droit est employé 79 fois dans la Convention. Le mot devoir, 0 fois. Pardon, 1 fois pour parler des devoirs de la famille. Et en fait, je trouve que, pour en avoir connu l'expérience et d'autres parents me l'ont expliqué, c'est vrai qu'il y a un peu une idéologie de l'enfant roi qui, en fait, correspond, bien entendu. Tout ce qui est dans la Convention, je le partage, je le défends. C'est un progrès
en soi très important. Mais le fait de ne même pas mettre que cette phrase, à savoir que les enfants doivent respecter leurs parents, doivent respecter l'école, c'est, je trouve, un déséquilibre qui a été créé, qui correspond à une certaine idéologie des années 60, 70, 80, et que voilà, que cette convention, elle n'est pas équilibrée, et qu'on en voit tous les jours les conséquences dans la gestion de toute cette génération de jeunes. Je suis pas sûr que ce soit trop le sujet d'Elisabeth Borne qui concernait, mais qui pour moi est gadget. Quand on voit l'état, moi j'appelle ça gadget. Quand on voit l'état de l'aide à l'enfance, quand on voit ce qui se passe dans les centres, etc. Et puis alors il y a un truc qui m'horripile. J'ai lu ce matin un article sur le sujet où on voit je crois que c'est la ministre, non, c'est une association qui dit un papa qui a exercé des violences sur son conjoint ou ses enfants. On dit pas un papa, on dit un père. On dit pas. Enfin, moi j'en ai marre de ce vocabulaire infantilisant, un papa, une maman. Quand on est adulte, on parle pas de papa et de maman, on parle de père et de mère. Et c'est vrai que très bien ce Conseil des ministres, mais elle aurait peut-être pu s'intéresser aussi à ce qui se passe dans les centres, dans les centres pour enfants et autres. Donc j'entends ce que vous dites, mais c'est une considération un peu intellectuelle peut-être, mais qui a des conséquences très concrètes, parce que tous les jours vous avez aussi des problèmes d'autorité parentale et qui ont des conséquences on est sur de l'enfance maltraitée, donc c'est une autre problématique. Elle n'a pas reçu des enfants maltraités hier à Matignon. Si, c'était des enfants, des enfants de l'aide sociale à l'enfance et des enfants maltraités, donc c'était autre chose. Alors Thomas Melexhauser, vous c'est... Oui, coup de gueule et un peu une surprise. Je suis pas un abonné de Mediapart particulièrement acharné, mais hier une annonce par la rédaction, par son rédacteur en chef, qu'un article avait été bloqué de parution par la justice vendredi, un article qui fait suite au scandale de la gestion et des affaires à la mairie de Saint-Étienne, et notamment des menaces et du chantage, qui sont des choses totalement illégales. Et j'étais très surpris, j'ai regardé ça attentivement, j'ai vu que plusieurs personnalités de gauche s'étaient levées sur le sujet, j'ai pas eu beaucoup trop d'écho, mais j'étais très surpris de cette décision. La rédaction fait savoir qu'il n'y a pas eu de contradiction de sa part et qu'elle n'a pas été convoquée à une audience pour s'exprimer sur les fondements et la nature de ce travail de journaliste. Et je m'interroge vraiment sur cette quand même attaque à la liberté de la presse qui a été révélée hier par Mediapart sur ce nouvel article avec de nouvelles révélations qui pourraient d'ailleurs concerner aussi le président de région, Laurent Wauquiez, toujours dans cette même dimension. Vous voyez, c'est ce que on arrive à comprendre dans les lignes. Jean-Luc Benamias. Tout ça se basant juridiquement sur un texte qui doit dater de 1883, ou en tout cas du 19e. Il faut aller chercher loin quand même pour arriver à produire ce texte qui interdit à Mediapart de publier, parce que c'est même pas, il n'y a rien de publié, même si c'est Mediapart qui avait lancé l'enquête sur les affaires de Saint-Étienne, enfin, du conseil municipal de Saint-Étienne. Voilà, bon, faut voir, Mediapart contre-attaque évidemment. On verra quelle sera la décision prise à la fin, parce que pour l'instant, c'est une grande première depuis au moins des dizaines d'années. Oui, alors il y a des journalistes du journal en ligne Les Jours qui ont proposé que tous les journaux publient cette enquête. Ce qui serait éventuellement une solution, mais Mediapart a eu une sanction de prononcer que s'il publiait à chaque ouverture ou lecture par unité d'article, c'était 10 000 € de sanction. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que c'est l'avocat du maire de Saint-Étienne qui a attaqué la publication à venir par Mediapart, puisque Mediapart a prévenu les protagonistes de ce nouvel article de cette publication. Et donc, mais quel est l'argument du magistrat Alors c'est sous couvert d'atteinte à la vie privée, mais en l'occurrence du maire de Saint-Étienne, et c'est pas sa vie privée qui a été étalée dans toutes ces révélations. Non, je pense que c'est une volonté de bloquer la diffusion de ce qui est dans cet article de Mediapart, et qui du coup prend une résonance encore plus forte de se demander qu'est-ce qu'il doit bien y avoir dans cet article pour que les avocats du principal intéressé y mettent toute son énergie. C'est ce que j'allais dire, pardon, excusez-moi, mais c'est que si le but de cette manœuvre était d'empêcher que l'on parle de cette affaire-là,
Et c'est totalement raté. C'est ce qu'on appelle l'effet stressant. Exactement. Donc moi, je connaissais à peine cette affaire et à cause de cette réaction, je m'y suis moi-même intéressé. Vous voyez, donc c'est vraiment l'effet inverse escompté. Absolument. Jean-Luc, vous vouliez ajouter quelque chose? Cette affaire est incroyable quand on la regarde d'assez près, même si bon, c'est pas le centre du monde, mais quand même, c'est une attaque par des personnalités de droite de la mairie de Saint-Étienne qui ont attaqué un de leurs maires adjoints et qui ont réalisé des faux ou des... Enfin bon, c'est un guet-apens. Un guet-apens qui touche malheureusement à des phénomènes de sexualité. C'est encore pire. C'est encore pire. Juste, je précise, Michel Taube, c'était bien des enfants de 8 à 12 ans issus de réseaux des associations d'aide à l'enfance. Je pense que ces enfants auraient besoin d'autre chose que mais comme vous le disiez, exactement, comme vous le disiez, l'état de la protection de l'enfance est catastrophique et avec des problèmes de violence faites sur les enfants par l'institution. Par son manque de suivi, par des placements d'enfants dans des familles où il n'y a aucun suivi qui est fait, c'est absolument dramatique. Et on a... une vraie préoccupation pour les départements qui suivent cette action de pouvoir accueillir un maximum d'enfants dans des maisons suivies par des vrais spécialistes et des autorités. Mais malheureusement... trop d'enfants nécessitent d'être placés dans des familles qui ne sont pas aptes ou qui n'ont pas le calibre pas de contrôle suffisant de pouvoir gérer de telles situations et d'accompagner ces enfants qui sont des enfants meurtris, blessés et certains de manière totalement dramatique. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec votre coup de gueule, Stanislas, et puis on parlera de la réforme de l'assurance chômage. À tout de suite. Avec vous jusqu'à 10h, mettez-vous d'accord. Stanislas Rigaud, on ne vous a pas entendu. Votre coup de gueule concerne... Eh bien écoutez, moi c'est simple, c'est sur... on en a beaucoup parlé, c'est sur l'Ocean Viking. C'est-à-dire qu'hier, on apprenait qu'il restait 6 migrants sur plus de 230 qui ne sont pas dans la nature aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai entendu tous les cris de la Macronie, des donneurs de leçons expliquer que ce n'était que 230 personnes, qu'il fallait les accueillir, que nous pourrions les accueillir dans de bonnes conditions parce que nous étions la France. Eh bien, la France a encore prouvé son incompétence totale à accueillir des personnes immigrées. Nous avons prouvé notre incompétence totale à les gérer, à les surveiller. Et d'ailleurs, au passage, et pour leur bien, et pour la sécurité des Français. C'est-à-dire que nous avons encore fait preuve d'un laxisme absolument dingue, c'est-à-dire que nous avions plusieurs possibilités. Le bateau aurait pu retourner en Tunisie ou en Libye quand il était encore en mer, d'ailleurs, parce qu'au passage, et c'est important de le rappeler, les Français vont en vacances en Tunisie. Par contre, quand il s'agit de faire retourner des bateaux dans ces ports-là, il n'y a plus personne. Et puis surtout, on a eu la preuve même que M. Darmanin, pendant qu'il est au Qatar, écoutez, sa politique migratoire est absolument désastreuse. Et nous étions, avec notamment Éric Zemmour, vent debout contre l'arrivée de ce bateau-là, qui crée un précédent. Et je crois que nous avons eu raison, et que c'est la preuve même de l'incompétence et de la politique migratoire dans ce pays. Et ce précédent sera sûrement suivi d'autres. Et malheureusement, si ça se passe à chaque fois comme si, nous aurons... des centaines et des centaines de migrants dans nos rues sans le savoir. Thomas, Alex Hauser. Sans revenir sur le côté émotionnel de cette situation qui était extrêmement complexe, je pense, à gérer. Et dans les coulisses, qu'est-ce qu'a vraiment fait l'Italie, ne pas fait l'Italie, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais retenir de cet épisode, ce sont les confidences de Gérard Collomb. Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, et qui a quand même fait savoir avoir eu une énorme divergence d'opinion, de stratégie avec le président de la République sur l'immigration, et que cette divergence a justifié son départ de la place Beauvau. Je trouve que ces confidences ont été très peu traitées et témoignent malgré tout d'un manque de vision réelle de la part du président sur les sujets régaliens, sur les sujets de l'immigration, de sécurité, où on voit bien qu'il manque quand même de la dureté, il manque une véritable vision, stratégie. On a beau avoir mis un mec de droite à Beauvau, c'est pas ça qui va justifier d'une réelle volonté de traiter ces sujets. Mais là-dessus, c'est intéressant parce que le vrai problème de fond de la Macronie et de Macron, de la personne d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a absolument aucune vision de la France. Il n'a aucune vision politique de long terme. C'est-à-dire que tout n'est constamment que dans la communication, tout n'est constamment, enfin en tout cas, surtout dans le cas d'un Darmanin, tout n'est que dans le « je veux plaire à tout le monde et au plus de monde possible ». Et à force de faire ça, on se retrouve avec une politique migratoire notamment catastrophique et un grand remplacement qui s'active de jour en jour dans ce pays. La problématique, elle est aussi sur l'inadéquation de notre possibilité à accueillir correctement ces gens. C'est-à-dire que je voyais un magistrat d'Aix-en-Provence qui disait « mais on ne peut pas, il aurait fallu des dizaines et des dizaines de
de gens qui sont là. Je sais qu'à Toulon, il y a 2 personnes seulement qui font partie du bureau d'accueil. Jean-Luc, vous connaissez peut-être aussi très bien le sujet. Ça m'arrive effectivement de connaître le sujet. Il s'agit là de 230 personnes. Nous allons avoir des centaines de milliers de personnes à cause du changement climatique qui vont circuler dans le monde entier. Ils ne vont pas tous venir en France. Alors, si on comprend un peu. Et alors, c'est une raison pour les accueillir tous ? Je termine. Laissez terminer. Sur quel territoire aujourd'hui vont la plupart des migrants issus notamment du sud de la Méditerranée? Ils arrivent en Grèce. Et d'abord, beaucoup sont en Turquie, après ils arrivent en Grèce ou en Italie. Il est compréhensible que l'État grec et l'État italien ne disent à un moment donné, on peut peut-être répartir un peu mieux l'accueil des différents migrants. Alors il est facile de dire, dans les lois européennes pour l'instant, les personnes accueillies en premier dans le pays d'accueil, le premier, c'est à eux de gérer tout cela. Sauf qu'à un moment donné, ni les Grecs ni les Italiens ne peuvent le faire. Alors, je le dis souvent, gérer la situation de migrants, et ça va être de pire en pire, en tout cas de plus en plus important, n'est pas une chose aisée, n'est pas une chose simple. Mais il faut simplement que les pays occidentaux se disent qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils partagent les failles générales de la pauvreté et surtout de la montée des eaux dans un certain nombre de pays. C'est un des problèmes globaux que nous aurons à gérer dans les 30 ans qui viennent. Et on ne peut pas dire à chaque fois, on peut pas accueillir. À un moment donné, les personnes qui traversent au prix de leur vie, les personnes qui traversent et qui vivent des périodes absolument folles et qui meurent par centaines dans la Méditerranée, eh bien, elles sont prêtes à tout. Elles sont même prêtes à mourir. Ouais, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc. Tout ce que dit Jean-Luc, la conséquence de ce que dit Jean-Luc, c'est qu'on va devoir accueillir toute la misère du monde. C'est ça la réalité. Non, mais si, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a un défaitisme mêlé de complaisance et d'angélisme vis-à-vis de ces flux migratoires qui est devenu absolument insupportable aux Français. Et moi, il y a 2 choses que je veux dire. Il y a un pays dont on parle très peu et qui a le courage, je le dis clairement parce que je sais qu'il est très critiqué, c'est le Maroc. Le Maroc gère les flux migratoires de 2 manières. D'abord, il y a beaucoup de migrants africains qui sont installés au Maroc, qui ont des papiers. C'est-à-dire que le Maroc assume une partie de sa responsabilité comme pays africain d'accueillir des migrants africains. C'est ce qu'on appelle les migrations sud-sud et qui sont très importantes quand même. Et heureusement pour nous. Et puis deuxièmement, il mène une politique sécuritaire pour empêcher tous les migrants, et ils sont des dizaines de milliers, à vouloir passer en Espagne pour monter ensuite en Europe. Alors, c'est souvent dans des conditions très très difficiles, on n'en parle jamais. C'est le seul pays de la région qui fait le job, j'ai envie de dire, et Dieu merci qu'il le fait, parce que ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye ne le font. Et ça montre bien qu'il y a des possibilités d'action. Donc donnons les moyens, par exemple à la Tunisie, qui a reçu là, ce week-end le sommet de la francophonie, qui est un pays qui est fragile, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin de moyens également. Donc donnons-leur les moyens de créer un grand hub, par exemple à Bizerte, qui était dans le temps une grande place forte militaire de la France. Donnons-leur les moyens de créer des hubs d'accueil des migrants pour qu'il y en ait moins qui prennent les bateaux. Ils veulent pas rester là-bas. Mais peu importe, on va pas leur demander leur avis. On va pas leur demander leur avis. Quand vous avez des Ivoiriens qui sont là, en quoi les Ivoiriens sont des réfugiés politiques? Mais on va pas subir un fait accompli. C'est-à-dire si la Tunisie, si des bateaux français, italiens, grecs, européens, une armada européenne gérait sur la Méditerranée les petits bateaux, parce que c'est de plus en plus des petits bateaux qui prennent l'eau, et qu'ensuite ils les ramenaient dans des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, pour pouvoir justement les empêcher de venir sur le sol européen, il y aurait déjà moins d'Ocean Viking. Le souci, très brièvement, c'est que nous traitons à chaque fois les conséquences et jamais les causes. C'est-à-dire qu'ils ont envie de venir, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui les aident à venir et qui les incitent à venir? Oui, ces personnes-là, ce sont les passeurs. Est-ce qu'il n'y a pas en France une politique sociale qui les incite à venir? Oui, c'est exactement le cas aussi dans ce pays. Donc je crois que... Beaucoup partent vers l'Angleterre, vers les pays nordiques. Il faut aussi arrêter avec ça. Écoutez, en fait, ces gens-là, nous on reçoit personne, et dès qu'il y a des gens qui viennent, ils viennent en Angleterre. Il faut arrêter, je crois qu'on le voit chaque jour, que le pays est en voie de grand remplacement.
Et que surtout, on n'ose pas aller au fond des choses. C'est-à-dire que, oui, en Tunisie, au lieu d'injecter de l'argent pour les accueillir, parce qu'on injecte des milliards là-dedans dans ces politiques migratoires, eh bien, moi, ces milliards-là, les quitte à les sortir, autant les sortir pour aider ces pays-là. Mais c'est ce que fait la France. La France vient de donner 250 millions. Mais pas ciblé, mais millions. Attendez, il y a autre chose il y a autre chose que je voulais dire qui est très important. Parce qu'on fait on fait du moralisme avec des personnes sur lesquelles on peut se demander si on a affaire du moralisme. Moi, j'ai eu 2 personnes en ligne, parce que ça m'a vraiment troublé, qui ont participé à l'accueil de ces 235 migrants de l'Ocean Viking. Je ne vais pas citer mes sources, mais 2 personnes qui ont participé à l'accueil et aux discussions avec les personnes reçues. Et les 2 m'ont dit une chose qui m'a sidéré. Et ça va être choquant, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est que sur les 235, les adultes étaient en très bonne santé, étaient en pleine forme. Pourquoi ils étaient en pleine forme? Parce qu'en fait, non seulement vous avez des passeurs, mais vous avez en fait, dans les familles de beaucoup de ces pays-là, un choix qui est fait dans les familles, de dire il y a un enfant dans la famille qui va faire le maximum pour venir en Europe, trouver du boulot, et avec ça, envoyer de l'argent à la famille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est ni des réfugiés politiques, c'est même pas des migrants économiques. C'est en fait un choix, et ça personne ne le dit, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la majorité des migrants qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu pas un business, mais une manière d'organiser la vie des familles d'où ils viennent pour aller en Europe. Une seule personne qui gagne le SMIC à Paris peut nourrir 10 à 20 personnes dans son pays d'origine. Donc si vous voulez, c'est des choix. Non mais c'est ça la réalité, Valérie. Donc on nous raconte un peu des histoires. Le nombre de migrants, et on l'a vu sur l'Ocean Viking, qui sont éligibles au droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils sont des réfugiés politiques. Moi je dis souvent, comment se fait-il... On va faire tourner la parole, Michel, un petit peu. Donc Jean-Luc, qu'est-ce que vous... on nous raconte des histoires. Je ne suis pas du tout par rapport à cela, comment dire. J'ai une vision, j'essaye d'avoir une vision totalement réaliste. Alors, si on n'a pas une vision réaliste, évidemment, on peut penser que les migrations vont s'arrêter. Depuis la nuit des temps, les peuples du monde migrent. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir comment nous aidons ces peuples à ne pas être obligés de migrer. Et ça, c'est la question mondiale. C'est la question qui est très difficile à régler. C'est là où je dis que les choses ne sont pas simples. Mais avec le changement climatique, ça va être de pire en pire. Des centaines de milliers, des millions de Bangladais ne pourront plus vivre au Bangladesh. Ils ne viendront pas tous en Europe, mais ils iront ailleurs. Vous l'avez vu au Pakistan, un tiers du Pakistan était sous les eaux pendant plusieurs semaines. Ces phénomènes-là ne s'arrêteront pas. Ils ne sont poussés par personne. Mais il n'y a pas que ça. Ça me permet de signaler l'élection de Teodoro Obiang en Guinée équatoriale avec 99,5% des voix. Il a plus de 80 ans. Son fils, je rappelle, a été arrêté et condamné en France, en Suisse, en Angleterre pour bien mal acquis. La population vit avec $1 par jour, je crois, je ne sais même pas, c'est pas par semaine. Donc il y a aussi cette question-là de l'Afrique, c'est-à-dire de la corruption de ces dictateurs, de ces hommes qui vivent avec énormément d'argent et qui maintiennent leur population dans une misère totale. Thomas Lexhauser. Je pense que ce débat-là mérite qu'on n'y mette pas trop de sentiments. Déjà, il faudrait quand même que nos auditeurs sachent que nous avons une politique du développement, que nous avons une agence qui s'appelle l'Agence française du développement et que nous faisons énormément déjà pour essayer de soutenir des initiatives, des projets, des pays, en Afrique notamment, dans ce cadre-là. Aussi, il y a un besoin dans certains pays d'immigration économique. Pourquoi ils n'acceptent pas de reprendre les OQTF ? Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Pour moi, ça fait partie du deal. Laissez terminer Thomas. Je pense qu'il y a un sujet d'immigration économique. Le Canada a récemment dit qu'ils étaient prêts et qu'ils souhaitaient accueillir plusieurs dizaines, voire milliers de migrants dans leur pays, centaines de milliers, pour, j'imagine, des questions de démographie, des questions économiques. C'est aussi basé sur leur système et la société est construite comme ça au Canada. Donc ça, ce sont aussi des choses qui permettent de se dire qu'il va pouvoir y avoir
pas des transferts, mais un accompagnement de populations immigrées vers, admettons, le Canada. Après, le problème de la France, c'est que nous ne mettons pas de mots et nous ne mettons pas le sujet d'une immigration choisie. Il y a aujourd'hui en France des métiers qui ne peuvent pas survivre sans l'immigration, sans des populations immigrées, et des métiers qui sont en souffrance et pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Mais sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'apporter ce débat-là de manière constructive, le mot quota est un gros mot, mais au lieu d'apporter ce débat-là, on se refuse à avoir ce sujet-là. Combien de chefs d'entreprise disent qu'ils ont besoin de populations et que même des populations immigrées sont très au fait du travail qu'on leur propose de faire. C'est pas le débat sur l'Ocean Viking. Parce que ça, c'est je suis 100% d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, organisons dans tous les consulats de France dans le monde des séances de recrutement. On a besoin. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui s'est fait en Tunisie. Mais c'est ce qui s'est fait en Tunisie où on a fait venir des serveurs. Mais dans l'Ocean Viking, vous n'avez pas les compétences forcément dont on a besoin dans le marché du travail français. C'est en effet une manœuvre, une manipulation, un message dit de lanceur d'alerte, un peu comme en ce moment ces abrutis qui jettent des pots de confiture sur les tableaux. Ils font ça pour faire du buzz en partie, pour attirer l'attention des médias, de la société sur une situation donnée. Ces organisations, ces ONG dont on parle, avec plus ou moins d'honnêteté intellectuelle, mais en partie un message humaniste, bon, peu importe. Donc là, si on parle que de l'Ocean King, il y aurait des choses à redire. En effet, c'est pas à des associations de décider de livrer dans des pays des populations rescue. C'est à l'Union européenne d'avoir des brigades de flotte qui peuvent éventuellement gérer des trafics ou des mouvements. Je rejoins aussi mon collègue. On a aujourd'hui une mafia, un business du déplacement de l'être humain qui est colossal. Les réseaux albanais qui en France, dans le nord de la France, font venir des populations sous forme de business pour les amener en Angleterre ou j'imagine la même chose en Afrique, la traite d'êtres humains, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse parler de manière globale, de manière dépassionnée, et qu'en effet, Ocean Viking, ça a été un moment où voilà, tout le monde s'est excité sur l'Ocean Viking, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut parler de manière plus globale. Je suis en partie d'accord sur Jean-Luc. On va avoir des mouvements de population qu'on ne pourra pas contraindre. Il y a des mouvements de population qui sont organisés et qu'il faut limiter, qu'il faut arrêter. Mais il faut parler de manière dépassionnée de tout cela et de manière plus globale, selon moi. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Je voudrais bien qu'on parle quand même de la réforme de l'assurance chômage. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on pourrait débattre longtemps à propos de l'Ocean Viking et de la politique d'immigration. Néanmoins, dans l'actualité, cette réforme de l'assurance chômage qui va impacter de façon assez importante les seniors. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, c'est compliqué à comprendre. Il y aura des périodes rouges et des périodes vertes. En tout cas, toujours est-il que les seniors seront moins indemnisés, auront une durée d'indemnisation beaucoup moins longue. Donc, admettons que vous soyez licencié à 55 ans, vous aurez droit à 2 ans de chômage et après vous tomberez dans la précarité. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre cette politique-là. Ça peut sembler extrêmement violent comme ça de prime abord. Stanislas Rigaud. Qu'il y ait une lutte contre l'assistanat dans ce pays, c'est une chose, et je crois qu'il faut en faire un vrai combat politique et économique. Par contre, moi je crois que le vrai sujet des seniors et du travail, c'est la formation. C'est-à-dire que nombre de seniors se retrouvent je vais dire âgés, mais en fait ça ne veut rien dire, excusez-moi, se retrouvent dans cette situation-là parce qu'ils n'ont pas les formations pour suivre des métiers de notre ère, de notre temps. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet de formation là-dessus. Nous, avec Éric Zemmour, on proposait par exemple la création de campus régionaux de formation pour que et des jeunes et des personnes âgées puissent de nouveau se requalifier et être en capacité de travailler. Et je crois que si on ne fait pas cet effort-là de formation pour les chômeurs, on ne va pas s'en sortir. Et il y avait une étude intéressante de Pôle emploi qui est sortie maintenant en février 2022, si je ne dis pas de bêtises, et qui expliquait que sur les personnes refusant des postes ou se faisant refusant des postes à Pôle emploi, il y en avait 60% qui le faisaient parce que mal formés. Et je crois que si on n'arrive pas à appréhender ce sujet-là pour le sujet du chômage en règle générale, on n'arrivera pas à s'en sortir. On ne fera que traiter, encore une fois, les conséquences et non les causes. Ouais. Il y a un sujet de dogme quand même sur le sujet du chômage. Le dogme des 2 ans.
Cette réforme qui est proposée, avec mise en vigueur au 1er février pour les nouveaux demandeurs d'emploi, hein, pas pour les chômeurs actuels, vise à écourter, en fonction des périodes économiques, la durée potentielle d'indemnisation. Je ne sais pas si c'est une mauvaise réforme. Je pense que le patronat est plutôt pour. Les avis de certains économistes sont plutôt dans le sens de cette réforme. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que nous sommes dans une situation où des dizaines de milliers d'entreprises cherchent désespérément de la main-d'œuvre. Et qu'à un moment donné, il faut trouver aussi les outils pour encourager, même presque forcer, les gens à repartir sur le chemin du travail. Pour moi, 2 ans d'indemnité, c'est trop long quand on a plusieurs centaines de milliers de postes qui sont non pourvus, d'annonces qui ne sont même pas publiées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que cette réforme ne va pas assez loin, notamment sur le contrôle. Je pense qu'il y a énormément d'abus de gens qui viennent en France, qui ont la nationalité française ou qui ont titre de séjour en France, qui viennent travailler 6 mois en France et qui, une fois qu'ils ont travaillé les 6 mois, repartent dans leur pays d'origine, en vacances, faire un tour du monde, faire un road trip et continuent à toucher les indemnités chômage du système français. Est-ce que c'est la majorité Ce n'est pas la majorité, mais il y a un besoin vraiment de clarification beaucoup plus fort. Jean-Luc Benamias. Tout ça touche ceux qui fraudent, qui utilisent le chômage. D'après toutes les études, notamment faites par Pôle emploi, c'est 1 à 2% du nombre des chômeurs. On doit se poser la question de savoir pourquoi l'ensemble des formations syndicales. Alors il y a des formations syndicales plutôt plus révolutionnaires, mais enfin on ne peut pas dire que la CFTC, la CFDT, la CGC et l'UNSA sont des formations de type révolutionnaire. Non. Or, l'ensemble des formations syndicales françaises, quelles qu'elles soient réformistes ou plus radicales, sont contre cette façon de faire. Comment ? On parle des seniors. Pourquoi les seniors ne trouvent pas d'emploi ? Peut-être pour certains d'entre eux parce qu'ils ne sont pas assez formés. Mais pour d'autres, c'est que quand on est senior, on gagne plus. Et donc, on est payé plus. Et qu'un certain nombre d'entreprises pensent qu'à un moment donné, payer plus des personnes qui ont 55 ans, eh bien, on ne peut plus. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas une question de formation. C'est une question de savoir si on met les salaires et les revenus nécessaires. Et c'est valable. Autre question, parce que la loi avait déjà changé par rapport aux saisonniers. Maintenant, des saisonniers, c'est extrêmement important dans la restauration, dans la culture et dans le monde sportif notamment et culturel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On leur demande de travailler 6 mois d'affilée pour toucher des cotisations. Or, quand on est saisonnier, dans tout ce que je viens d'exprimer, on est souvent saisonnier pour 3-4 mois par saison. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on met des gens qui se retrouvent au chômage et qui ne touchent plus rien et qui maintenant touchent le RSA. La solution, elle n'est pas simple, encore une fois, mais elle n'est pas de demander à Pôle emploi de régler les choses qui sont réglables par des lois autres et notamment par le fait qu'il faut augmenter les salaires, notamment les salaires des bas salaires. Michel Taube. Moi, il y a 2 choses bien distinctes. D'abord, en France, il est meilleur être chômeur en France que dans beaucoup de pays d'Europe. Ça, c'est une réalité. Alors là, je vais employer un mot qui est une insulte, qui est un gros mot, mais moi, je suis plutôt très libéral sur le plan économique et je pense qu'effectivement, une des raisons du chômage de masse que l'on a dans notre pays, parce qu'on a un chômage de masse, c'est lié au fait d'un certain confort qu'il y a à pouvoir rester souvent une longue période indemnisé avant de retrouver un boulot. Donc notamment pour les jeunes, les 30-40 ans, il y a là, je trouve, un vrai problème. Le deuxième point, qui pour moi n'a rien à voir, c'est effectivement c'est le sort qui est fait aux seniors dans notre pays. Et les seniors, déjà le terme est odieux. Parler de senior à 50 ou 55 ans. Moi, j'ai 55 ans. Je sais que je suis un senior dans les yeux de la société française. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Psychologiquement, humainement et sociologiquement, c'est absolument ridicule. Et c'est vrai qu'en France, et ça, c'est pas le problème du gouvernement,
c'est le problème de la société française, reconnaissons-le. Bon, c'est l'ensemble de la société. De la société en général. Hein, oui, mais en France, plus que dans nos pays voisins, où effectivement les 10 seniors ont une place beaucoup plus importante dans la société, sont des acteurs économiques. Allez voir aux États-Unis des gens de 80 ans qui emballent, qui sont à la caisse en train de faire. Il y a moins de marginalisation et de mise de côté des seniors dans ces pays-là. En tout cas, juste quelques chiffres. En Allemagne, allez voir dans certains Länder allemands s'il y a moins. Enfin, c'est une méconnaissance, excuse-moi Michel, absolument totale des situations globales. Non, il y a moins de chômage de seniors. L'Espagne n'a pas de chômage, l'Italie n'a pas de chômage, le Portugal n'a pas de chômage. Ouais. J'ai pas dit qu'ils en ont pas. J'ai dit qu'en France, les indemnités et les durées d'indemnisation sont beaucoup plus importantes en France que dans les autres pays. En tout cas, les plus de 55 ans, donc à compter de février, du 1er février, ne toucheront plus que 27 mois d'indemnisation contre 36 mois à l'heure actuelle. Les plus de 53 ans, ça passera de 30 mois à 22 mois et demi. Et puis pour des gens qui n'ont pas, pour les personnes ayant travaillé 2 ans dans les 36 derniers mois, ça passera de 24 à 18 mois. Véronique nous dit, mon mari a été au chômage à 55 ans, il a mis 1 an à retrouver du boulot avec 500 € de moins par rapport à son ancien salaire. Oui, et il a eu de la chance d'en retrouver. Voilà. À suivre les infos sur Sud Radio. Et puis Gérard Holtz, on va parler des 24 heures du Mans avec lui. À tout de suite.